Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Plein Potentiel. Mon nom est Francis Lapointe. Je suis coach en psychologie du sport et de la performance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez avoir les détails des services que j'offre en me retrouvant sur Facebook sous le nom Francis Lapointe Psychologie de performance. Pour aujourd'hui, mon invité, c'est Manuel Constant, qui est synergologue et coach privé. Manu, pour ceux qui ne connaissent pas en fait la synergologie, il s'agit de la discipline qui permet de décoder le langage non-verbal. Manuel a vraiment mis en place une formation qui est unique au monde. Cette formation-là est adaptée pour des coachs sportifs. Qu'est-ce qu'on entend par coach sportif? Ça pourrait être autant des psychologues sportifs, des préparateurs mentaux, kinésiologues, entraîneurs privés, nutritionnistes. Donc, tous ces métiers où les personnes sont en relation avec des clients. Et puis, il a vraiment adapté ce qu'il a appris dans son cursus de synergologie au domaine de coaching sportif. Donc, allez vous informer sur ces formations. C'est vraiment quelque chose d'unique et de très intéressant si vous êtes dans le domaine sportif, mais aussi au plan personnel. Donc, Manu disait que vous pourriez très bien suivre la formation, là, même si vous êtes dans un autre domaine, parce que ça peut aussi vous apporter beaucoup personnellement. Et même si vous êtes dans d'autres domaines que du coaching sportif, comme par exemple, il mentionnait quelqu'un qui a suivi sa formation, qui est dans le domaine de la vente. Puis il me disait qu'il y avait eu vraiment des bons résultats par la suite. Là. Il a entendu parler de cette personne-là par la suite. Puis elle lui disait qu'elle avait eu vraiment des ventes qui étaient au-dessus de la normale par rapport à ses ventes habituelles. Donc, dans le podcast, on a démystifié quelques mythes sur la synergologie. Entre autres, là, les passages que j'ai préférés, c'est quand Manuel nous a vraiment parlé de sa formation, comment elle peut être utilisée avec les coachs sportifs. Donc, il a vraiment donné des exemples qui va permettre vraiment de vous illustrer là, comment ça peut être utile. Un autre passage vraiment intéressant, c'est quand il mentionnait que la synergologie peut être utilisée avec soi-même. Donc, il mentionnait que c'est un outil de développement personnel vraiment puissant. Donc, je vous invite à écouter le podcast pour avoir plus de détails et connaître toutes les formations qui sont offertes par Manuel et sa compagnie qui se nomme Synergo. Et je vous invite à écouter le podcast pour en savoir plus sur ce domaine qui est la synergologie. Bon podcast à tous. Je suis content de t'avoir sur le podcast. Merci, je suis content de Aujourd'hui, je suis avec Manuel de Synergo. T'es coach et t'es synergologue. Mm-hmm. Fait que, on va débuter ça par l'intro. C'est quoi la synergologie pour bien vulgariser pour ceux qui ne connaissent pas ça? Là. Ah ouais, je la voyais venir cette question-là, puis je l'appréhendais parce que c'est difficile d'y répondre en un seul mot. T'sais, c'est un peu comme si je demandais c'est quoi la psychologie. T'sais. Ouais, mais, c'est large. Pour faire très dans le vulgariser, je vais dire en une phrase la synergologie. Dans le fond, c'est juste la discipline qui permet d'étudier le langage corporel. Ça, c'est le at large. Là. C'est ça. Mais toi, tu as vraiment des formations qui sont spécifiques pour les sportifs. Fait que là, tu as commencé en juin dernier environ, c'est ça? Septembre. Septembre? OK. Fait que c'est tout nouveau. Là. Oui, c'est quand même tout nouveau, tout chaud. Fait que pourquoi toi, tu es allé vraiment te spécialiser coach sportif? Ben, d'ailleurs, qu'est-ce que tu entends par coach sportif et pourquoi tu t'as voulu offrir cette formation-là à eux, spécifiquement? Dans le fond, c'est parce que mon background, c'est que j'ai été entraîneur privé pendant 10 ans. On en a parlé un petit peu avant l'entrevue. C'était de façon officieuse. Donc, c'était par les soirs et week-ends de chez moi parce que j'avais déjà un travail à temps plein, mais ça a toujours été par passion. J'étais payé, mais c'était vraiment maigre comme salaire, là. Ouais. Comme la plupart des entraîneurs qui commencent. Fait que en ayant cette passion-là, c'est vraiment ça qui était mon premier dada avant la synergologie. Donc, j'adorais cet univers-là. Puis, au fur et à mesure de mon cursus synergologique, je pouvais pas croire que c'était aussi efficace que ça, puis que les coachs pouvaient pas se servir de ça. Parce que je savais très bien que les coachs, les entraîneurs privés, on va y revenir après au métier, mais entraîneurs privés, kinésiologues, que ce soit psychologue sportif, naturopathe, nutritionniste sportif, ça n'a pas d'importance, c'est de la consultation sportive. Quand tu es en relation avec un client, puis en lien avec le sport. Puis tu sais, là, je connaissais le côté, dans le fond, j'avais une vue intérieure de l'entraînement privé, puis je connaissais qu'il y avait la réalité quotidienne de la pratique professionnelle de l'entraînement
Puis, tu sais, ça a amené beaucoup de consultations, contrairement au gym public où il n'y en a pas vraiment, tu sais. Fait que c'est des heures et des heures et des heures avec le client à essayer de cibler ses besoins. Puis, c'est environ à moitié du parcours synergologique où je me suis rendu compte que c'était ben trop efficace et que les entraîneurs, ils pouvaient juste pas se passer de ça. Je me disais, tu sais, il faut au moins que je l'offre parce que tu sais, les entraîneurs sont très, très, très intéressés par la formation continue, mais ils n'iront pas se taper un cursus de 2-3 ans qui coûte 8 000 $. Donc, c'était comme ma façon de contribuer, tu sais, puis de jumeler mes deux passions. C'est 2-3 ans, synergologie? Ouais, 2 à 3 ans environ le cursus. OK, quand même. Il peut s'étirer sur plus longtemps, sur le temps que tu veux, dans le fond, mais c'est 2 à 3 ans si tu niaises pas. Là. OK, crime quand même. Puis toi, c'est quoi qui t'a amené vraiment à t'intéresser à ça? L'intérêt, tout simplement. Honnêtement, là, j'ai toujours été intéressé par ça. Puis un dimanche après-midi, j'ai googlé Body Language, puis ça m'a apporté tout de suite le site officiel de synergologie. La synergologie, en passant, c'est la seule discipline dans le champ scientifique qui a pour objet d'étude centrale le langage corporel. Il n'y en a pas d'autres. Fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur le langage corporel, mais il n'y en a pas d'autres disciplines qui étudient ça. Donc, automatiquement, par la force des choses, c'est celle qui est la plus crédible. Qu'on en dise qu'on en veuille, là, que ce soit une pseudo-science ou une discipline scientifique où on aura l'appellation qu'on voudra, c'est elle qui a le plus de données sur le sujet. OK, parce qu'il y a vraiment des recherches qui ont été faites. C'est des recherches, mais c'est pas des études scientifiques. C'est des recherches internes. Mais tu sais, il faut comprendre que tous les gens qui s'en vont vers ça, c'est des gens qui sont extrêmement intéressés à comprendre l'humain. Ouais. Puis qu'on fait absolument pas dans l'absolu, puis c'est toujours dans l'interprétation la plus nuancée possible. C'est complexe, fait qu'on est très 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 conscient dans le milieu qu'il n'y a rien de simple là-dedans. Puis dans le fond, c'est comme l'appréhension de l'esprit humain à travers la gestuelle corporelle. Mm-hmm. Ça n'a rien de simple, tu sais. Ouais. Mais plus on s'approche des horizons de sens, plus on donne des descriptions à ça, plus on s'aperçoit que on est proche de la réalité. Des fois, en la peaufinant, on se rapproche encore plus, ça devient de plus en plus solide. Au fil des années. Puis tu dis c'est plus des recherches internes justement dans les écoles qui enseignent ça. Il y a des centres de recherche, puis c'est que ça se passe. C'est pas des centres de recherche, c'est que c'est à partir d'un... c'est Philippe Turchet, dans le fond, qui est le créateur de la synergologie, qui aujourd'hui est un docteur en sciences du langage, là, quand même. Ça a décollé où, ça? Ça a-tu décollé? C'est Philippe Turchet qui, dans le fond, lui, il avait sa citoyenneté française, et puis il est installé au Québec, puis il fait la navette entre les deux. OK. Mais sa base est pas mal au Québec, d'après ce que j'en perçois. Là. Fait que ça a débuté quand même. Ouais, le premier ici, institut est au Québec. Ah ouais. Puis dans le fond, il y a un institut québécois, puis un institut européen. Puis je pense qu'il y en a dans différents pays, là, des instituts. Mais ça découle tout de la synergologie du docteur Turchet. Puis dans le fond, ça a juste grossi en dessous de lui avec ses études parce que au terme des 2-3 ans du cursus, le participant doit faire un travail de recherche, ce qui est en aucun cas une étude scientifique, mais c'est un travail axé sur le langage corporel. T'sais, dans le fond, ça sert pas nécessairement à trouver des nouvelles choses, mais à jauger le degré de maîtrise du participant sur le langage corporel. Fait qu'il c'est quoi, mettons, la recherche? Tu dis c'est pas une étude... Je sais pas... tu vois, moi, je pratique du mentorat. Là, je mentore des participants qui sont pas encore synergologues, mais apprentis. Puis ce matin, justement, je lisais, pour donner un exemple concret, là, je lisais un rapport d'une étudiante que je mentore. Elle, c'est sur les mouvements de langue qui sont déjà faits, mais elle voulait les approfondir. Fait qu'elle est allée chercher des mouvements de langue c'est précis, à l'infini, puis elle a fait une étude quantitative avec ça, puis elle a découvert des nouveaux trucs à travers ça. Fait qu'il y avait vraiment des participants qui observaient ou qui demandaient elle a été par l'observation vidéo. Là. OK. Parce qu'il faut que ça se démontre. On peut pas juste apporter quelque chose et dire bouge ta langue, puis exactement. Il faut que la personne soit en relation. Ça, c'est une des raisons qui fait que c'est pas réplicable vraiment. Tout ce qui est sciences humaines, en psychologie, c'est la même chose. Là. C'est difficilement réplicable. Ils sont capables des fois en psycho, mais le contexte est extrêmement difficile à recréer, puis ça prend toujours des placebos, puis des groupes contrôle, puis mais en synergologie, on dirait que c'est un enfer encore pire. OK. Ben peut-être justement parce qu'il n'y a pas toutes les ressources puis les moyens de... c'est qu'en fait, dans le fond, au lieu de passer par la réplication, on y va par la duplication. C'est-à-dire que on se base beaucoup sur l'observation empirique. Tu sais, quand ça fait 5000 vidéos d'un mouvement de langue précis que tu regardes, à un moment donné, l'horizon de sens, si dans 4850 vidéos, tu peux dire que c'est négatif, puis que la personne a vraiment un malaise dans la négativité. Tu sais, ça commence à être précis, puis là, tu commences à avoir de la donnée large, puis en plus, tu
peux le voir sur toi puis sur les autres dans ta vie, mais t'as pas toujours de caméra. Fait que... Mais ça, pour la première fois que tu vas associer un mouvement avec un sens, comment tu fais? Tu vas demander à la personne justement, après ça, de nous dire comment elle se sentait à ce moment-là, ou c'est comment que tu associes les deux ensemble? C'est qu'en fait, au début, il y a eu des items qui étaient beaucoup plus faciles à cibler, au début de la synergologie, que Philippe a trouvé. Plus ça va, plus... Puis là, plus ça va, plus on peut se baser sur ces items-là pour corroborer le fait que c'est, OK, la personne est-tu dans le déplaisir ou dans le plaisir, par contre, par exemple, ou s'il est dans l'hypertonicité ou l'hypotonicité, tu sais. Ça revient à ce qu'on disait avant, là, le début du podcast, là, d'utiliser plusieurs indices pour donner un sens. C'est pas juste tu fais un mouvement, ça veut dire ça. Là. Il faut que tu utilises l'ensemble de l'individu, qu'est-ce qu'il a fait même avant, puis la suite des choses aussi. Donc, c'est des contextes, il y a des chaînes logiques d'items aussi. Ouais. Puis, à un moment donné aussi, même si on fait pas dans l'intuition, il y a des choses qui sont vraiment évidentes. Là, ouais. Fait que, comme, il y a des choses qui sont évidentes, puis il y a des choses qu'on a un peu, comme le fameux mythe, t'en parlais dans le podcast avec Alexandre de Momentum, là, le fameux mythe des bras croisés, la fermeture, ça c'est évident, dans le sens que oui, ça peut être ça, mais c'est aussi une généralisation un peu hâtive, là, dans le sens que ça peut être beaucoup d'autres choses selon les autres indices qui sont présents. Là. C'est le premier mythe que moi je débunk dans mes formations. Puis d'ailleurs, à l'Institut aussi, c'est dans la première journée, je pense qu'il parle de ça. Il débunk ce mythe-là parce que oui, ça peut être une fermeture, mais il y a plein d'autres moments où tu peux être dans les bras croisés puis ne pas être fermé. Ouais. Puis tu sais, il y a vraiment des items rationnels reliés à ça. Là. OK. Un item rationnel, c'est quoi, par exemple? Par exemple, la fermeture, quand il va y avoir un croisement de bras en fermeture, il y a différents types, différents degrés de force, si tu veux, des items. Là. Mais des bras qui vont être croisés très haut sur la poitrine, les poings souvent vont être fermés. Il va y avoir un axe latéral droit de la tête. Souvent, la personne va partir en retrait. La main va être en pronation complète sur le biceps. C'est tous des items rationnels qui ont une force différente, mais quand tu commences à les cumuler, ça devient extrêmement facile de voir si la personne... C'est une addition qui fait en sorte qu'il y a un niveau de fermeture ou bien... Excellente question. Ça l'était au début de la synergologie, mais il fonctionnait comme ça. Il appelait ça la technique des ASAT, c'était de l'association d'attitudes. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il cumulait les items corporels pour arriver à une conclusion. Ils se sont rendus compte que dans le fond, c'était trop simpliste, puis que parfois ça apportait, c'était matière à l'interprétation. C'est ça, ça ferme un peu l'interprétation. Ça amenait justement des diagnostics, je le mets entre guillemets parce que c'est absolument pas des diagnostics, mais des diagnostics erronés. Ben, ça me fait penser à, mettons, un DSM en psychologie, dans le sens que lorsqu'il y a tel critère, ben, la personne, on lui donne une étiquette, ce qui des fois peut être utile, mais en même temps, des fois, ça enferme la personne dans cette étiquette-là. Dans le fond, parce que oui, un coup que tu t'es fait cette idée-là, cette personne est étiquetée comme ça, elle peut plus sortir de ce boîte-là. Psychologiquement, l'intervenant, il vient de la caser là, tu sais. Fait que c'est ça, au début de la synergologie, il fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, ça fonctionne vraiment plus comme ça. Sauf que par la force des choses, à un moment donné, quand tu les connais, tes items, sans passer par là, les items se solidifient par eux-mêmes, aussi avec l'appui des autres items qui viennent le renforcer, mais tu sais, ça devient aussi un art, là. C'est une seconde nature. C'est un peu comme parler l'anglais. Au début, si c'est pas ta première langue, tu vas apprendre la grammaire, l'orthographe, la prononciation, mais quand ça va faire 10 ans que tu vas parler l'anglais puis que tu es en immersion totale, tu n'as plus besoin de te poser aucune question, puis des fois tu tournes des phrases d'une façon qui est extrêmement juste, puis tu n'as jamais tourné cette phrase-là de cette façon-là, mais c'est un peu ça devient un art, une seconde nature. Ouais, ben, j'imagine un peu comme quand tu es un coach, comme dans ton emploi d'avant, quand tu étais un coach au début, j'imagine que là, tu te référais à de la théorie, par exemple, puis à un moment donné, c'est devenu comme automatique, ça, j'associe ça à ça, ça à ça. Fait que ça devient vraiment... pas automatique non plus, mais intégré dans la personne. Ben, un jour, ça devient presque automatique. Mais c'est vraiment, mettons, c'est vraiment rendu que... On le sait, là, c'est vraiment la théorie et la pratique qui font que c'est la compétence. Dans le fond, c'est l'expérience qui amène à la compétence. Puis, justement, ça dépend aussi de l'intervenant, là, parce que ça, c'est facile de dire ça, mais tu as des intervenants dans quelconque champ, où ils vont apprendre ça comme ça, mais ils vont l'appliquer de façon drastique, c'est pourri. Et si tu l'appliques de façon trop intuitive aussi, c'est pourri. Ça te prend vraiment un côté rationnel puis un côté humain. Puis là, on fait dans la science de la communication, de la compréhension d'autrui. Fait que il y a un gros côté rationnel, qui est la synergologie, mais un gros côté aussi communicatif. Là. Ouais. Fait que... Puis
Ça me fait penser qu'il y a toujours la science, mettons, le domaine, mais il y a aussi la personne, comment elle va l'utiliser. Exactement. Puis j'imagine que, parce que au départ, en synergologie, il y avait beaucoup d'opinions négatives, fait que j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'utilisation qui a mal été faite de ça, qui ont fait en sorte que beaucoup de monde a associé ça à un peu quasiment ésotérique ou de quoi qui est pas scientifique en fait. Oui, probablement que ça a contribué. Ouais. Il y a le côté aussi que c'est nouveau. Donc, ouais, c'est ça. Ce que je me suis aperçu, c'est que souvent, je ne veux pas généraliser, mais souvent, c'est plus du côté des psychologues qu'il y a une réticence. T'sais. OK. Il faut les comprendre aussi. Là. Eux autres, ils sont rendus dans un champ qui est scientifique. T'sais. À la base, ça ne l'était pas non plus. Là. La psychologie, ça passe par la même place. Là. C'est assez récent aussi, là, la Sauf psychologie. que c'est ça. Tant que c'est pas classifié comme science, ça fait la chasse aux sorcières. Ouais. Donc, il y a le côté détraction qui passe par... au début, c'est ridicule. Au début, on l'ignore. Après ça, c'est ridicule. Puis après ça, on accepte. Là, ouais. Puis, as-tu l'impression qu'il y a un changement un peu, que ça commence à être un peu plus accepté? Solide. Ouais. Moi, je dirais, là, dans les 4 dernières années, là, j'ai vu un énorme changement. Puis, t'attribuerais ça à quoi? Premièrement, au fil du temps, mais je dirais beaucoup plus à la solidité de la chose. Tu sais, je te disais tantôt qu'à la fin du cursus, le participant doit faire un travail de recherche, mais ce travail-là, il est présenté. Quand ils sont bons, dans le fond, quand ils... Tu sais, c'est toujours amélioré, la synergologie. Fait que ce n'est que solidifié tout le temps. Chaque travail de recherche va amener... Oui, ben pas chaque, mais tu sais, souvent, il y a un plus qui est apporté. Puis n'importe quel, tu sais, moi, si je veux, demain matin, j'appelle à l'Institut, je dis, bon, ben tel mouvement de la main dans les cheveux, je suis pas sûr, je trouve que cette signification-là, elle serait peut-être plus proche de la réalité, tu sais. Pour X raison, ils vont étudier le dossier, ils vont dire, ils vont avoir un consensus, ils vont dire, oui, t'as raison, on va changer ça parce que c'est beaucoup plus... OK, si t'amènes des preuves ou des démonstrations au moins, puis tu sais, de toute façon, eux, ils peuvent le vérifier dans leur vie comme sur des vidéos, tu sais. Ouais. Fait que je suis pas obligé d'arriver avec un dossier de 600 pages d'épais, tu sais. J'apporte une proposition, puis si elle est logique, puis elle est démontrée, réfuter l'ancienne, la théorie est juste surclassée, dans le fond. Là. OK. Puis, ben évidemment, moi, je suis plus en psychosportif. Comment ça peut être utilisé pour un psychologue sportif ou un coach en psychologie sportive, là, la synergologie? Là? C'est une bonne question. Dans le fond, moi, là où j'accrochais le plus avant, c'est que je trouvais que les besoins du client n'étaient pas toujours ciblés. Puis, tu sais, je me suis mis à penser dans ma tête, c'est quoi qui fait qu'un client, parce qu'on la connaît tous, la réalité en tant qu'entraîneur, le client qui arrête de te suivre, souvent, il t'appellera même pas pour te le dire. Là. Tu fais juste plus le voir. Au ben s'il te le dit, c'est parce que tu l'as appelé et tu lui as dit « Ouais, t'as manqué un rendez-vous », puis il va avoir des excuses boiteuses 2-3 fois, puis tu le reverras plus. Okay. Mais c'est quoi, en réalité, dans n'importe quel type de consommateur qui fait que tu retournes pas voir un professionnel? C'est quoi la raison? C'est que, dans le fond, tes besoins n'ont pas été comblés. Il n'y a rien d'autre que ça. Tu sais, oui, il y a des petites causes, des tout petits pourcentages comme la mort, un déménagement lointain quand tu as un suivi à distance se fait pas. Oui, la compétition, le prix, mais ça reste que le prix, ça fait 20 ans que tu fais affaire avec quelqu'un, puis tu tripes, même s'il y a quelqu'un qui sauve l'autre bord de la rue, puis qui est moitié prix, tu n'iras pas le voir. Là. Tu tripes avec l'autre, fait que, il compte tes besoins. Fait que, à la base, je me suis rendu compte que c'est vraiment que souvent, les entraîneurs, je veux pas encore généraliser, mais souvent, on passe à côté des besoins réels du client, parce que le client, c'est pas parce qu'il dit qu'il veut prendre de la masse que c'est vraiment ça qu'il veut au bout de la ligne. Ça, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Ce qui veut finalement, peut-être que la personne, je sais pas, est pas bien avec elle-même, puis pour X raisons, c'est peut-être ce chemin-là qu'elle a choisi. Il y en a peut-être d'autres chemins, tu sais. Là, c'est un exemple facile, mais c'est vraiment juste les besoins du client. Tu sais, par exemple, je donne souvent l'exemple en nutrition, parce que, justement, il y a les naturopathes, les nutritionnistes qui jouent beaucoup avec l'alimentation. Si tu apportes ta cliente, c'est ma tante Ginette, elle veut perdre 10 livres. Puis, ça fait cliché, mais c'est ça, tu sais. Ma tante Ginette veut perdre 10 livres, tu lui fais un plan alimentaire, puis quand tu y remets, elle fait des yeux de peur, tu sais. Puis toi, tu as appris c'était quoi les items de peur, puis tu le sais que c'est, à 99% des cas, c'est des yeux qui représentent la peur. Ben, quand tu vas avoir assimilé tellement ça, que cet item-là, c'est ça, tu vas comprendre qu'avant, tu l'aurais vu pareil, mais toi, tu te serais dit, c'est une réaction normale, la personne, elle aime juste pas le changement, puis dans le fond, elle est juste pas assez motivée.
Puis que dans le fond, quand tu travailles un peu en synergologie, tu te rends compte que même si ça a duré une fraction de seconde, elle a eu un item de peur. C'est la peur du changement, c'est quelque chose là, quand tu y penses. Là. C'est pas tout le monde qui est au même niveau puis au même qui a le même cheminement. Puis c'est pas parce que toi, t'as fait du stage 8 fois, puis t'as des athlètes à plus finir, puis que sont motivés, sinon ils prennent la barre, que ma tante Ginette, elle, ça lui fait pas peur. T'sais. Peut-être que ça la terrorise en fait, puis qu'elle a pas envie d'un gros changement comme ça. Puis peut-être que si tu voyais ça, tu pourrais adapter ton intervention, puis déterminer est-ce que ça vaut vraiment la peine que cette personne-là ait ça à manger ou à ne pas manger dans sa journée, ou si on peut vraiment être plus flexible que ça. Tu sais, ma tante Ginette, peut-être qu'elle veut pas faire des compétitions, puis qu'elle risque de perdre du gras de toute façon, peu importe ce qu'elle va faire. Fait que à quel point il faut être drastique, à quel point il faut donner un exercice X à quelqu'un, à quel point le tempo ou le temps de repos est important, il faut toujours l'harmoniser avec les objectifs réels du client. C'est clair que si t'arrives, la personne ne s'entraîne pas pantoute, puis là t'arrives avec plein de nouveautés, plein de trucs, des exercices qu'elle connaît même pas, un plan d'alimentation full compliqué. Fait que dans le fond... la synergologie va te permettre d'améliorer ta relation vraiment avec la personne, puis de mieux déceler. Ça améliore la communication, parce qu'en fait, il y a beaucoup de non-dits, sans que ce soit des mensonges, on dit pas toujours tout ce qu'on pense. Et ces non-dits-là, ils sont détectés beaucoup plus facilement. C'est tout simplement ça. Souvent, au moment où tu as le plan d'entraînement, tu n'as pas encore développé une relation vraiment... profonde avec le coach, là. Fait que tu lui fais pas nécessairement encore confiance, puis fait que tu vas peut-être être moins porté justement de le dire que je l'aime pas ton programme d'entraînement. Même quand c'est le cas, il y a quand même une relation d'autorité avec le coach, fait que c'est pas tout le monde qui va le dire. Lui qui connaît plus ça, fait que je devrais suivre Exactement, ça. Je vais me la fermer, je vais faire ce qu'il m'a donné, puis mais tu sais, si ma tante Ginette, elle aime pas ça, ou que Georges, qui a 22 ans, il aime pas n'importe quel exercice là, qu'il aimerait pas, je sais pas, moi, il aime pas ça faire du deadlift, lui. Mais tu sais, s'il veut pas faire de compétition, puis que, tu sais, il est où la nécessité de mettre un exercice? C'est plus ça, là. Et à quel point travailler un muscle avec un exercice précis va être tant mieux qu'un autre, là. Tu sais, l'important, c'est que tu le travailles, le muscle, là. Fait que, tu sais... Ben ça, par contre, à la défense de beaucoup d'entraîneurs, tu sais, il y a le côté technique qui est vraiment important aussi. Mais tu sais, dans le fond, c'est de faire la différence. Ton entraîneur, s'il veut une médaille olympique dans 3 ans, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur. Fait que là... s'il faut qu'il en fasse du deadlift pour arriver là, puis il veut pas en faire, là, on a un problème, tu sais. Ouais, parce que là, ça nous amène, mettons, avec des athlètes que eux, ben, il va y avoir des exercices vraiment fonctionnels que ça, il faut que tu le fasses parce que dans ton sport, ben, tu fais ce mouvement-là souvent. Là, fait que c'est important de garder un côté technique, puis, mais tu sais, moi, de mon point de vue, c'est que les entraîneurs, ils l'ont déjà, ça. Le technique, là, ils vont à des formations à plus finir, puis ils sont extrêmement compétents sur le côté technique. Là où souvent il y a une lacune, c'est dans la compréhension du client puis tu sais, dans le fond, c'est qu'on impose un côté technique à des personnes, c'est pas tout le temps, là, sauf que, tu sais, si ça cadre pas avec les objectifs ou l'intérêt ou l'aversion ou le rejet d'un client ou whatever le sentiment ou l'état dans lequel il est face à un programme d'entraînement, tu sais, parce que une phrase que j'aime beaucoup, que Christian Thibodeau utilise souvent, le meilleur programme d'entraînement, c'est celui que le client va suivre. Point, là, tu sais, après ça, tu rentres le côté technique. Tu fais pas l'inverse. Puis c'est ce que je vois souvent, c'est que l'inverse est fait. On rentre le côté technique, puis après ça, ben, c'est le client qui doit s'adapter à ce côté-là, au lieu de nous s'adapter à lui. T'sais. Ouais, vraiment. Mais pour ramener, mettons, à ce que tu disais tantôt, là, mettons la Ginette là, qui a eu les yeux de peur, là, au moment où tu détectes ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas, j'imagine que tu vas pas aller dire « Ah, t'as peur? » Non, on questionne. J'apprends vraiment dans mes cours à questionner selon les items observés. C'est la beauté de la chose, dans le fond. C'est le fun de la synergologie, mais si tu vois plein d'affaires et tu fais rien avec, ça donne pas grand-chose. Ouais. Comme tous les domaines, tu sais. Fait que dans le fond, j'apprends vraiment à questionner selon le geste observé. Il n'y a pas de méthode franche, courte, imposée, mais il y a des façons de questionner selon ce que tu vois. Okay. Ça te permet dans le fond d'aller chercher, tu sais, parce que tu peux voir 1000 affaires dans 10 minutes, mais tu n'iras pas questionner sur les 1000, tu vas y aller sur ceux qui te frappent en premier. Ouais. Ben, quand on vient à dire que... Est-ce que c'est une appréhension, c'est une crainte, c'est une peur, puis elle est liée à quoi? Es-tu lié au plan en entier, ou c'est lié à un aliment en tant que tel, ou à une façon de manger, ou à aux périodes X, les heures auxquelles il faut à manger, tu sais, ça peut être plein de choses, là. Fait que c'est de questionner sur ce qui la dérange, dans le fond. Puis si tu l'as pas questionné, ben peut-être qu'elle va juste, tu vas juste continuer puis passer au prochain point. Oui. Puis tu sais, ça se peut que tu la questionnes puis qu'elle se rende compte que dans le fond, c'est une appréhension puis que c'est juste parce que c'est nouveau puis blablabla puis que la discussion amène à ce qu'elle va le faire quand même si...
Si, au début, elle a eu peur, puis vous allez vous ajuster au fil et à mesure des suivis. T'sais. Fait que ça se peut que tu découvres pas, c'est pas toujours Goliath là, qui est caché en dessous de la montagne. Là. Ouais. Mais souvent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui la dérange. Puis, dans le fond, c'est quoi qui risque d'arriver si elle est bien questionnée? Elle va juste se sentir plus à l'aise, plus confortable, plus en confiance. Fait que... Peut-être qu'elle te le dira pas là, qu'elle va l'essayer quand même, l'entraînement, mais la prochaine fois, elle va peut-être te dire ouais, il y a de quoi que j'étais pas sûr, puis finalement, je pense que ça faudrait le changer. Ouais. C'est que dans le fond, le langage corporel, il est universel. Puis oui, moi, j'axe mes formations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cursus, je l'ai trié, j'ai enlevé tout ce qui était pas moins pertinent pour eux. Puis j'ai gardé ce qui était vraiment important, les items qui verraient le plus souvent, puis ceux qui parlent le plus. Puis j'ai adapté quelque chose pour les entraîneurs, ou en tout cas le métier de coaching sportif. Mais reste que tous les items qu'on voit sont universels de toute façon. Fait que c'est aux participants à faire ses propres liens. Ouais. Puis ça s'est passé déjà dans la deuxième cohorte que j'ai eue, là, qui était composée de gens quand même connus. J'avais Mathieu Boulle, j'avais Christian Thibodeau, j'avais Mélodie Comtois-Bonin. Fait que j'avais des gens qui étaient vraiment dans la sphère... qui touchait tout à l'entraînement d'une façon ou d'une autre. J'avais Christian qui travaillait vraiment dans son champ, lui, qui est vraiment l'entraînement, la préparation physique. Puis il a développé les neurotypes, qui est vraiment la personnalisation de l'entraînement par rapport à l'individu. J'ai Mélodie qui est très, très, très axée sur le côté nutritionnel naturopathie plus, mais qui est vraiment aussi dans l'entraînement. Fait qu'elle touche vraiment à beaucoup de choses, mais dans la relation d'aide, vraiment beaucoup. Elle a un background en criminaux aussi. Puis j'avais Mathieu, par exemple, qui est posturologue. Okay. Puis tu sais, moi, je savais, moi, qu'elle allait faire des liens, Mathieu, mais je pouvais pas, moi, lui dire lesquels. Puis tu sais, Mathieu, quand il est sorti, il m'a dit, tu sais, je veux dire, ça faisait 3 heures qu'on faisait la formation, puis il m'a dit, tu me donnes le goût d'aller suivre le cursus au complet en synergologie. Ah ouais. Il parlait même pas de mes formations à moi, là, il parlait du 2-3 ans, tellement il faisait des liens avec ça. Okay. C'est ce qui est sorti. J'en avais un autre qui est plus en marketing aussi, qui a plusieurs cliniques de kinésiologie. Puis tu sais, tout le monde fait ses propres liens, puis ils en font à un degré innommable, là, mais tu sais, c'est pas moi qui les fais les liens. Donc moi, je vais avec leurs questions aussi, puis afin qu'ils soient capables de bien interpréter, mais ils font vraiment des liens avec leur champ d'expertise. J'imagine que c'est le fun aussi d'avoir des champs d'expertise différents dans le groupe parce que tout le monde va apporter de quoi de différent puis ça va être utile aux autres aussi. Oui. Mais moi, mon but, c'est de leur apporter quelque chose à eux autres, peu importe ce qu'ils en font. T'sais. Mais la personne qui était en posturologie, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Moi, c'était de quoi que je me questionnais en m'en venant ici. Est-ce que c'est de quoi que vous analysez aussi, la posture, ou bien ça, on sort un peu du champ, là? Non, on est dans le champ vraiment, c'est parce que ça fait vraiment partie du langage corporel, mais c'est différent parce que Mathieu Boulle, par exemple, qui est posturologue, je veux pas parler à sa place, mais tu sais, lui, c'est de la posture qui est reliée vraiment pas à la pathologie, là, mais tu sais, aux dysfonctions, puis au système nerveux, puis au mauvais apprentissage. En tout cas, tu sais, je préférerais que ce soit lui qui fait des ça, liens mais tu sais, c'est vraiment avec le côté... Lui, c'est vraiment les mauvaises postures des gens qui peuvent... être lié à des... sous-développer leur santé, tu sais, ou... tu vois, genre, c'est plus thérapeutique, si on veut. Okay. Tandis que nous, c'est vraiment communicationnel. Là, fait que, c'est vraiment lié à l'état de l'individu à ce moment-là. Donc, c'est complémentaire, mais c'est distinct comme champ. Ouais. Puis je te parlais un peu avant le début de l'entrevue de... Parce que tu me disais que la synergologie, ça pourrait être utilisé, en fait, n'importe qui pourrait l'utiliser, autant le caissier au dépanneur que... moi, je te mentionnais les athlètes, à quel point que ça pourrait être utile pour un athlète d'utiliser ça, autant pour analyser l'adversaire, parce que j'imagine qu'il pourrait déceler une perte de confiance ou des trucs de même. Oui, certainement, puis il y a des études qui ont été faites, là. Des travaux de recherche, oui. OK. Ben, je vais te laisser finir ton point, mais... vas-y. Ben, dans le fond, j'ai une collègue qui avait fait son travail de recherche sur les karatékas ou les judokas, je me souviens plus, qui entraient dans un ring, puis à 72% du temps, l'axe sagittal de la tête qui était supérieur, qui est associé à la supériorité par rapport à l'autre, parce que c'est vraiment un thème relationnel. À 72%, le vainqueur pouvait être déterminé quand les deux entraient dans le ring, avant que le combat commence. Puis ça, elle était capable de le prédire avant de voir le combat, là. Juste par cet système-là. Fait que c'est quand même... Tu sais, elle avait quand même 27 combats. C'est pas... Je veux dire, c'est ça, là, c'est pas une étude scientifique. Il n'y a pas eu 5000 combats, mais quand même, sur 27 combats, il y en a quand même le 3/4 qui était avec un seul item
prédictible Quand même, de victoire. Ouais, puis c'est comme toutes les recherches, en fait. Là. Une recherche t'amène, ça Oui, t'amène exactement. un indice. Puis on n'a pas non plus l'arrogance de dire que c'est une science absolue, ni que c'est de la science infuse. On s'en fout. Nous autres, on veut juste mieux comprendre l'autre. Mais c'est ça. Dans le cas d'un athlète, oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi sa relation avec le coach. Ça pourrait être lui-même, parce que toi aussi, tu le vois sur toi. Là. C'est ça. C'est là que je voulais m'en aller, en fait. Est-ce que ça peut être utilisé avec soi-même, dans le sens que là, tu es en train de faire de quoi? Tu es en train de n'importe quoi. Tu fais des travaux sur l'ordi ou, mettons, on va revenir à un athlète. Mettons, il est en train de s'entraîner, puis là, il se rend compte qu'à un moment donné, il fait un move, je sais pas, n'importe quoi. On peut y aller avec là. Là, moi, je sais que moi, j'ai ma main droite par-dessus ma main gauche, puis que je touche mon menton, puis que je suis à côté sur la table, puis que je suis dans une position de chaise. Si je voudrais décortiquer, là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est parce que je suis habitué, puis je le vois autant sur les autres que sur moi. Puis à un moment donné, comme je t'ai dit, ça devient une seconde nature. Mais tu sais, je sais que je suis en position d'intérêt, qui est la position vers l'avant, franche, sur une chaise. Je suis en position d'intérêt. Le fait que j'aille les mains qui touchent mon visage, puis qui restent là, collées là, puis les coudes sur la table, c'est vraiment un signe d'introspection. Fait que tu sais, je me demandais où tu voulais en venir, puis je suis intéressé à ce que tu disais. Puis ça rejoint aussi l'intérêt de la position de chaise. Puis la main droite sur la main gauche représente une gestion du stress ou de l'insécurité par rapport aux émotions. Bon, là, il y a une caméra qui est à 5 pieds de ma face. Je suis pas un ultra extraverti, je ne traite pas caméra. Fait que, tu sais, j'ai quand même une forme de stress à gérer. Pas habitué de faire un podcast non plus, là. Non, c'est ça, tu sais. Puis c'est un sujet qui me passionne, j'aime ça, mais tu sais, je suis pas dans un environnement qui est si confortable que ça pour moi. Fait que, tu sais, il y a une gestion un peu des émotions qui se fait avec un intérêt. Fait que, tu sais, déjà juste là, sans parler de rien d'autre, moi, je savais que j'étais comme ça, là. Fait que ça répond des fois, tu peux-tu aller chercher, comme tu te rends pas compte que tu as une émotion, mais en utilisant ton langage corporel, tu fais ok, je suis peut-être frustré. Là. Oui, tu peux vraiment. Oui, moi, ça m'arrive souvent. OK. Pas d'être frustré, là, mais de me conscientiser sur des émotions ou des états dans lesquels je suis. Ouais. Mais ça peut être vraiment utile parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a une facilité justement à aller analyser ses émotions puis à les déceler vraiment facilement. Mais tu pourrais passer par le langage corporel pour t'analyser toi-même. C'est un outil de développement personnel extraordinaire. J'imagine, oui. Fait que comment tu l'utilises, toi, par exemple? Dans le fond, moi, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment... ça apporte un côté rationnel à l'intuition. Puis des fois, les gens, ils en ont beaucoup d'intuition ou il y en a qui en ont pas du tout. Fait que, tu sais, quand il y en a pas du tout, le côté rationnel vient un peu combler l'intuition que t'as pas. Puis quand t'en as beaucoup, ça vient juste souvent valider ce que t'as vu ou pas. Okay. Fait que dans les deux cas, ça renforce de toute façon. Puis je sais pas, moi je peux être dans un état... je sais pas, je peux être avec ma blonde et avoir une discussion moyennement houleuse. Là, rien de grave, mais je peux être en train de faire la vaisselle puis remarquer que j'ai la bouche un peu rigide, un peu pincée. T'sais. Puis moi, automatiquement, quand je suis comme ça, je le sais que je suis dans une forme d'agressivité passive, si tu veux. Okay. Je vais pas me mettre à défoncer des murs, là, je suis pas quelqu'un de violent, mais je sais qu'il y a une retenue d'agressivité. Ouais. Puis que, tu sais, dans le fond, je rumine ça sans même y penser. Là. C'est un peu ça le langage corporel. C'est que t'es pas obligé d'y penser. Puis t'es dans un état de toute façon. Fait que, tu sais, des fois, là, je fais de la vaisselle, puis quand ça arrive, là, je me dis, OK, des stress, là, tu sais, des bosses, là. Puis justement, là, les épaules tombent, puis il y a plein de choses qui viennent avec. Puis là, bon, je fais de la vaisselle, j'en fais pas de cas. Puis là, je me rends compte que dans le fond, il y avait peut-être quelque chose qui était pas si réglé que ça. Mm-hmm. Puis ça peut me permettre de. Ça peut te permettre justement d'exprimer ce qui est retenu. Mm-hmm. Ouais. Puis, mettons, avec des athlètes, là, un athlète qui est en train de pratiquer son sport, là, comment ça pourrait être utilisé? Mettons des joueurs de tennis, là, qui est beaucoup de... T'es beaucoup dans l'introspection, t'as énormément de temps pour réfléchir, justement, parce que le tennis, c'est un sport, en fait, où t'es, je pense, 70-75% du temps, tu joues pas. Okay. Dans le sens que t'es entre 2 points, t'es en train d'aller récupérer la balle. Fait qu'il y a énormément de... Ben, tu vois, tu m'apportes une réalité que je connaissais pas du tout. Là. Fait que ça doit être vraiment utile là, pour des joueurs de tennis que t'as pas le choix à m'amener t'es beaucoup dans les pensées, en fait. Là. Fait que, mais je sais pas, tu sais, moi je... C'est dur à dire, là, ouais, c'est ça, je t'ai répondu du mieux que je pouvais, mais je sais pas, tu sais, je sais pas comment ils utilisent ce laps de temps-là, entre 2 points, mettons. Est-ce qu'ils vont plus par la visualisation, par la PNL, ou... il y a énormément de moyens, là, mais ouais, il y en a qui vont se distraire, justement. Il y a beaucoup de replacer les cordes, ces raquettes de tennis. C'est juste pour t'empêcher de réfléchir, parce que si tu vas trop dans pensées, ben... Je dirais que je serais porté à dire que, instinctivement, là, que dans une performance ultime, là, comme ça, puis immédiate, là, je pense que t'es trop immergé dans
dans ta zone d'excellence, là, si tu veux. Là, je sais pas si tu es familier un peu avec ce terme-là. Ouais, dans le fond, tu es tellement absorbé par ta tâche que je pense pas que tu aies le temps de vraiment regarder ton langage corporel. Puis de toute façon, qu'est-ce qui pourrait vraiment t'apprendre, parce que je pense que tu peux pas être ultra détendu entre tes points. Là. En tout cas, j'ai de la misère à concevoir ça, là, peu importe. Ouais. Je pense que tu peux essayer de te détendre, mais je pense pas que ça puisse s'apparenter à la position du lazy boy, les jambes croisées. Fait qu'en quelque part, je sais pas ce que ça pourrait apporter. Honnêtement, je sais pas. Ça prendrait vraiment une expérience personnelle de quelqu'un pour... Ouais. Ben par contre, j'imagine que, tu sais, dans le sport, il y a beaucoup... l'adversaire peut utiliser ce que tu vas démontrer. Par exemple, si tu démontres que tu as une perte de confiance, vraiment, tu sais, des fois, c'est quand même évident. Là, la personne est frustrée, fait qu'elle casse sa raquette à terre ou peu importe. Là. Mais ça, l'adversaire peut l'utiliser. Fait que j'imagine que juste d'être plus conscience de nos émotions, puis de ce qu'on dégage, en fait, j'imagine que juste ça peut être quand même utile là, pour un athlète. Là. Ben, tu sais, comme je te dis, dans la performance immédiate, je le sais pas. Tu sais, dans le fond, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça peut juste être un apport. Là. Ça peut pas être nuisible en partant. Fait que, tu sais, dans le fond, tu as des notions acquises qui sont supplémentaires que tu n'avais pas. Est-ce que ça peut t'aider à ce moment-là? Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais on pourrait dire que de toute façon, ça l'aiderait sur le plan au moins personnel tout le reste de sa vie. Fait que, tu sais, déjà juste en disant ça, c'est déjà assez pour dire, finalement, parce que ça s'applique pas juste au champ professionnel. Okay. On l'a dit. Là, c'est dans le quotidien, quand tu es en relation. Puis c'est ça, c'est de la communication. Fait que, autant dans ta vie privée, amoureuse, familiale, professionnelle avec tes collègues ou professionnel avec les clients, tu sais, c'est à tous les niveaux. Là. Ouais, c'est partout. Là. Mais là, j'ai une question. Il y a de quoi qui... Parce que dans le fond, ce que tu démontres par ton langage corporel va être de quoi, en fait, que c'est soit une émotion, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être une émotion, un sentiment, une humeur, un état général. Est-ce que tu peux changer ton émotion ou ton état en changeant ton langage corporel? Mm-hmm. C'est ça ma réponse. C'est vraiment... Okay. Moi, je fais des liens personnels avec ça, là, vraiment. Tu sais, j'avais souvent entendu dire en psychologie positive ou en PNL que, tu sais, quand tu veux te sortir d'un état dépressif ou d'une humeur maussade, tu te redresses les épaules, tu sors le torse, tu souris, tu te montes la tête. Un peu comme la posture. Tu démontres une posture de confiance. Ça fonctionne, là, c'est quelque chose qui est éprouvé. La seule chose là-dedans, moi, c'est que je vois que c'est temporaire. Là. Dans le fond, c'est le temps que tu as la posture que ça va durer. Parce qu'aussitôt que ça va se retirer, cette posture-là, puis tu vas revenir dans ta posture. Tu sais, dans le fond, ton corps dicte comment t'es. Et l'inverse aussi. Fait que tu changes profondément ce que... Oui, c'est ça. Mais c'est spécial parce que dans le fond, ça peut venir de l'intérieur, puis c'est ton corps qui est dans un état, puis ça t'amène là. Ou quelque chose peut t'amener à changer ta posture corporelle. Fait que je suis même là depuis tantôt. C'est quoi de même? Ça, c'est dans le fond, c'est un retour sur soi. C'est un genre de semi-introspection, qu'on pourrait dire. OK. Je pense beaucoup à mes questions, dans le fond. Probablement. Je prépare ce que je vais dire. Tu sais, il n'y a pas une grosse barrière. Il n'y a pas une énorme coupure avec l'autre, mais tu sais, t'es probablement plus avec toi-même dans ce temps-là qu'avec l'autre. OK. C'est un peu... tu sais, c'est pour ça que c'est difficile à nuancer. Hein? Ouais. C'est ça qu'on voit dans les formations. C'est vraiment la façon de nuancer un geste le plus possible pour pas dire « ça, c'est ça ». Tu sais, parce que si je te dis, retour sur soi, c'est drastique, c'est radical, c'est limitatif, c'est réducteur. Tu sais. Ouais, c'est un peu moins bien. Mais tu sais, quand tu tournes alentour du pot là, pendant une demi-heure avec ça, là, tu finis par comprendre avec des tu sais, j'ai beaucoup de démonstrations visuelles aussi, avec des gens qui connaissent, qui permettent de voir que, OK, là, je comprends ce que tu voulais dire tantôt. Tu sais. Mm-hmm. Fait que je dirais c'est ça, tu sais, c'est des indices, dans le fond. Oui, exactement. C'est un mot excellent, ça, c'est des indices. Ouais. C'est rien de plus ou de moins que ça, là. C'est pas... Puis ça ramène à qu'est-ce qui faisait que c'était perçu un peu négativement, c'est que le monde qui associait ça à des... la radicalité, l'absolu. Ouais, des généralisations. Là. Mm-hmm. Ça veut dire ça. Ouais. On a parlé un peu avec les psychologues sportifs, préparateurs mentaux, comment ils peuvent l'utiliser dans la relation avec le client. Mais pourrais-tu aussi, non seulement dans la relation un à un, mettons... une rencontre vraiment de consultation, mais il pourrait-tu aussi l'utiliser en allant observer son athlète, par exemple, qui pratique son sport ou qui s'entraîne, puis après ça, il fait du feedback là-dessus? Honnêtement, ça me prendrait encore une expérience personnelle, mais je serais porté à dire que non. Dans le fond,
quand je dis que ces formations-là sont pour les entraîneurs, souvent ce qu'on a comme première idée, c'est justement l'entraîneur va pouvoir cibler le langage corporel du client pendant qu'il s'entraîne. Mais c'est beaucoup plus efficace dans la consultation que dans l'entraînement. Ouais. Parce que dans le fond, la posture puis le langage corporel du client, de l'athlète qui performe ou qui pratique un mouvement X, dans le fond, c'est vraiment technique, puis c'est dans un souci de performance, puis dans le fond, sa posture est dictée. Donc, je vois pas dans quelle mesure ça pourrait être efficace rendu là. OK. Ouais. Il va pas aller la personne est concentrée sur ce qu'elle fait. Fait que, je veux dire, les cadrans du regard, ils comptent plus vraiment parce que tu sais qu'elle est dans la concentration. Les axes de tête, c'est à peu près le seul indice pour aller chercher. Dans un mouvement physique, tu vas toujours être hypertonique. Fait que, tu peux pas observer d'atonie ou d'hypotonie. Fait que, je sais pas trop ce que... Moi, c'est vraiment dans la consultation que je vois. Ouais. Je dis pas qu'il y a rien à aller chercher là, mais je vois pas ce qu'il pourrait avoir. Ben, c'est le fun que tu mettes comme... En même temps, tu mets les limites de la Oui, tu sais, moi, je sais pas je sais pas non plus de vendre mes formations n'importe qui. Il y a plusieurs physiothérapeutes qui m'ont demandé j'aimerais ça aller suivre ton cours. Puis, je leur disais franchement, là, pour être honnête, là, si tu le fais, fais-le pour ton côté personnel. Parce que professionnellement, moi, ce que je sais, la réalité ce que je pense que c'est, la réalité des physios, c'est que souvent, ils ont une consultation de 15 minutes, peut-être une demi-heure avec un client qui est initial, puis après ça, le traitement se limite à de la thérapie manuelle. Ça, c'est ce que moi j'en perçois, mais c'est ce qu'on m'a dit aussi. Fait que, tu sais, quand tu fais des traitements manuels, comment, justement, ma tante Ginette, elle se sent quand tu y masses l'épaule? C'est pertinent en quoi? Faut que tu y fasses son traitement manuel, parce que toi, tu as étudié dans le champ physique, puis c'est avec ça que tu travailles, tu sais. Fait que Ginette, elle se sente bien ou moyen, ou... qu'elle soit aversive, je veux dire, qu'est-ce que tu peux en faire? Il faut que tu fasses ton traitement de toute façon. Même de ça, il n'y aura peut-être pas grands indices que tu peux pouvoir utiliser. Là, mettons, la personne est couchée puis est en train de... Dans le fond, il va en avoir si tu te mets à jaser avec et tu veux creuser dans sa vie personnelle. Mais ça va t'amener à quoi en tant que, mettons, physiothérapeute professionnel de savoir comment la personne se sent. Ça peut être bon pour tout le monde au plan personnel. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis quand il y a une relation au plan professionnel, il y a quand même... Plus qu'il y a 2 minutes. Tu peux pas généraliser à justement l'aspect sportif, là, que la personne est en train de pratiquer un sport ou bien le traitement de physio. Oui, c'est ça. Quand c'est de la thérapie manuelle, j'ai plus de difficultés. Je vois des exceptions justement comme Mathieu Boulle ou Nicolas Desjardins ou whatever, qui travaille avec des traitements manuels X. Okay. Un ostéopathe, peut-être. Je sais pas si lui, il peut faire des liens avec ça. Mathieu, il dit qu'il en fait infiniment. Moi, c'est quoi ces liens? Il me les dit pas toutes. Là. Il trippe puis il en fait. Tant mieux. T'sais. Mais c'est sûr qu'il travaille aussi dans le champ de la posture. C'est un peu différent que de la massothérapie ou... Ouais, c'est pas pareil parce qu'il tient vraiment en compte d'un... Il peut quand même faire des liens psychosomatiques ou je ne sais quoi. Ouais. Ça doit être vraiment intéressant. Là. Sûrement. J'imagine que... Ce serait le fun d'avoir des études là-dessus. Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, j'apporte ça, puis n'importe qui veut lier ça à n'importe quoi, tant mieux. Là. Ça va juste faire développer les deux champs. Là. Ouais. Puis, mais la formation, c'est quand même 2-3 ans. Toi, tu as réduit ça à combien de temps, là, les formations? 8 jours. 8 jours? Ouais. Combien d'heures environ? 8 jours de 8 heures. OK. Fait que c'est 64 heures maximum, mais moi, les gens sont pas... Je les sépare en 4 niveaux de 2 jours. OK. Les gens peuvent faire 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux ou les 4. Okay. Les 3 premiers donnent une attestation, la 4e, une certification. Qu'est-ce que la certification vaut? C'est une question que j'ai souvent. Elle vaut pas grand-chose, sauf que Manuel Constant, il considère que tu es très apte professionnellement. Tu seras pas synergologue, mais professionnellement, tu vas être apte à interpréter les indices du langage corporel. Ben oui, c'est ça, tu sais. Mais jamais de la vie, tu vas pouvoir t'afficher synergologue avec ça. Sauf que tu vas être apte à interpréter le langage corporel de tes clients dans une consultation. Puis tu vas être apte à mieux questionner puis à faire quelque chose avec. T'sais. De là, l'importance quand même de nuancer, là, la personne ne sera pas synergologue quand même. Sauf que je fais mes affaires pas à moitié. Je pense que le monde le sait. Fait que si je mets mon nom en bas de la feuille puis que c'est une certification, c'est ça que ça vaut. Dans le fond, ce que ça vaut, c'est pas mon jugement, mais parce qu'un examen aussi à la fin, là, je veux dire, il n'est pas automatique la certification. Ça ressemble à quoi l'examen? C'est théorique? Oui, il est théorique. Il y a un petit peu de pratique quand même. Ben oui, il y a une bonne part de pratique même. Honnêtement, il est rigoureux. Je demande 70% pour passer. Okay. Sauf que, tu sais, tout le long, là, on y va avec... c'est des formations qui sont ultra interactives parce que je limite le nombre de participants à 6.
Donc, il y a une interaction qui est vraiment forte, là, contrairement à quand tu as 30 personnes. Tu peux pas te permettre de poser des questions puis répondre à l'infini, tu finiras jamais, tu sais. Puis jusqu'à maintenant, je pense que, étant donné que c'est 6 personnes, ça a l'air d'assez... c'est tout le temps complet. Là. Oui, les cohortes se remplissent bien. Puis, c'est ça. Tu sais, tout le monde au début qui pense que ben là, on aurait aimé ça avec plus, blablabla, ça sort toujours comme un point fort. Finalement, Manu garde ça à 6, c'est écœurant, la dynamique était folle, notre groupe était malade, il y a une synergie de fou. Fait que ça sort comme un point fort. Quand même, là. Ben, tu sais, pour avoir parlé à beaucoup d'autres formateurs aussi, là, en haut de 6, tu commences à perdre vraiment. Premièrement, du contrôle sur ton groupe. Là. Deuxièmement, l'interaction et la pédagogie est vraiment pas au même niveau. Ouais, ça doit être plus dynamique autant avec toi qu'entre eux autres. Là. Ben, c'est sûr que plus que tu augmentes le nombre de participants, moins que tu as d'interaction. C'est ça. Puis sais-tu, ça doit pas être sur 8 jours comme de suite, là? Étant donné que c'est des niveaux aussi, c'est des fins de semaine. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ben, moi, je l'ai fait au départ sur des fins de semaine, mais j'ai commencé à rentrer des dates de semaine pour ceux qui en veulent. Mais d'ordinaire, c'est 2 jours collés qui font un niveau. Puis généralement, ils sont espacés d'environ 4 semaines pour permettre vraiment l'intégration et la pratique de la matière. Ouais, parce que ça doit être quand même, chaque niveau doit t'amener de quoi, mais il faut, faut que tu le pratiques avant que tu l'intègres aussi. Ça doit parce que sinon, c'est l'équivalent de lire le dictionnaire. Quand tu vas le fermer, ça se peut que tu aies retenu 2 mots. T'sais. Ouais, c'est clair. Fait que c'était bien cool, mais si c'était pour mettre ça dans la bibliothèque puis afficher ton diplôme sur ton mur, ça vaut pas grand-chose. Faut que tu l'appliques pour... Le mois, il sert vraiment à ça, puis j'ai des bons commentaires là-dessus. Là. OK. Puis là, jusqu'à maintenant, t'as-tu, mettons, des listes d'attente? T'es-tu comme booké jusqu'à un nombre de... Oui, quand même. Je viens d'afficher mon prochain niveau 1, là. Il est au mois de septembre. Là, je viens d'en ajouter un, là, mais je l'ai ajouté hier ou avant-hier. Okay. Mais il était au mois de septembre. J'ai 2 places de partie dans la même journée quand je l'ai affiché. Fait que, tu sais, les gens qui veulent s'inscrire, je dirais, attendez pas qu'il y ait 3 ans de liste d'attente. Là. Ouais, parce que déjà, là, t'as commencé au mois de septembre dernier. Puis là, en ce moment, ça va au mois de septembre prochain. Puis par les fins de semaine, je donne uniquement une fin de semaine. Peu importe c'est quoi le niveau, puis c'est quelle cohorte. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, ça revient à dire que je donne pas plus que 3 cohortes par année par les fins de semaine. OK, ouais. Fait qu'il y a juste 18 personnes qui peuvent se certifier, dans le fond, au maximum dans une année. Par les fins de semaine encore. Là. Puis éventuellement, tu vas-tu... on en parlait un peu là, avant. J'ai ouvert la semaine. Je sais pas où s'en allait ta question. Mais... Ben, tu parlais peut-être d'étendre ça à d'autres domaines que le coaching sportif. Fait que c'est quoi tes projets futurs? Je peaufine là, pendant quelques semaines encore la pédagogie là, parce que j'ai... Tu sais, même si j'avais juste des bons commentaires, je suis un perfectionniste, là, puis je voulais la travailler pour que les gens... Tu sais, je veux pas que ce soit juste des formations continues, je veux que ce soit une expérience. Ouais. Puis là, j'ai travaillé là-dessus, puis je continue encore pendant 2-3 semaines. OK. Mais ça va être vraiment fini après... Pour les entraîneurs, il va juste me rester à la dispenser. Puis là, j'adapte ça prochainement. Là, dans le fond, c'est un... Je l'ai dit à quelques personnes, là, mais je ne l'ai jamais dit ouvertement, publiquement. Là, mais j'adapte ça au monde des affaires. OK. Au modèle des affaires. Fait que tout ce qui est vente, négociation, représentation commerciale. C'est clair. Mais là, le créneau, il est plus que large, tu sais. Ouais. Comment tu vas t'y prendre? Tu vas-tu... le garder large ou bien tu vas oui, je vais le garder large. Ouais. Un peu comme le coaching sportif, au lieu de faire entraîneur, kinésiologue, c'est toute la même chose de toute façon. Tu es en communication, tu es dans un contexte de vente, de négociation ou de représentation. Fait que, je ne commencerai pas à faire 8 jours pour un pharmacien, 8 jours pour une caissière, 8 jours pour un mécanicien. Là, je dis n'importe quoi, le mécanicien ne pourra pas faire grand-chose, mais tu comprends, là, je ne peux pas faire 8 jours pour chaque métier, fait que je regroupe vraiment. De toute façon, j'en ferai pas 250 non plus. Là. Mais là, t'es tout seul là-dedans? Oui. Éventuellement, tu vas-tu vouloir engager des... C'est depuis le début que je me fais demander ça, puis les participants sont même intéressés à s'investir là-dedans. Puis encore à ce jour, ma réponse est non. Okay. Parce que, et de un, ce serait illégal si t'es pas synergologue. Ouais, il faut vraiment que tu sois synergologue pour former. Puis et de deux, tu sais, la raison principale pour laquelle je limite ça à 6 participants, que je garde un certain contrôle là-dessus, c'est que je veux vraiment que le message soit véhiculé à ma façon, parce que je veux m'assurer de la qualité. Ben, ça rejoint encore qu'est-ce que ça apporte le certificat final. Ouais. Ça revient à ce que je veux avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe, puis je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui la donne, puis que ça soit donné moyennement comme j'aurais voulu. T'sais. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent appliquer ça dans leur quotidien. Mm-hmm. Je veux que ce soit un méga plus. Là. Ouais. Je veux pas que ce soit juste un certificat. Fait que, comment, tu sais, dans le fond, là, ça a beaucoup de mon essence, ma compagnie. Fait que, tu sais, je me verrais mal employer quelqu'un pour passer le message que moi je veux donner. OK.
sais, pendant 64 heures, tu sais, c'est pas un discours de 10 minutes, là, c'est... Ouais. Il me semble que ça perd de l'essence. Là. Mais j'imagine qu'à un moment donné, tu vas manquer de temps, là. Tu pourras pas en rouvrir ce que je pour pense, plein c'est de domaines. que ce sera contingenté, c'est tout. OK. Je veux dire, c'est au monde de se déniaiser avant qu'il soit trop tard. Là, j'en ai les fins de semaine, j'en ouvre la semaine aussi pour les entraîneurs. Mais ce que je pense, c'est que quand je vais ouvrir dans l'année qui s'en vient pour le métier de le milieu des affaires, je pense que mes semaines vont être bookées éternellement. Fait que je pense que je vais juste booker mon agenda tout le temps. Puis, comme dans n'importe quel professionnel qui fonctionne correctement, l'agenda va se booker plus. Moi, mon but, c'est pas de devenir célèbre, c'est pas d'avoir de la gloire, c'est pas de devenir international. J'ai refusé plein de grosses offres. C'est pas d'avoir des employés, c'est rien de ça. Mon but, c'est d'aider les gens qui sont intéressés dans leur quotidien, professionnel ou personnel. Transmettre le message que exactement. C'est de passer au suivant. Là. Dans le fond, c'est pas, je veux pas être riche avec ça. Là. Ouais. Puis, ce serait quoi, mettons, tes objectifs pour les... une question que j'aime bien poser à tous mes invités pour les, mettons, d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans. Tu vois ça où, dans 5 ans, je verrais justement mon produit, mon service adapté pour le milieu des affaires. Puis je verrais mon agenda booké autant pour les entraîneurs que le milieu des affaires. Puis je me verrais juste rouler sur ma bosse en peaufinant au pire les formations toujours à l'infini. Mais ça me suffirait ça. Dans 10 ans, je préférerais répondre je le sais pas. Ça commence à être loin. À chaque fois que je regarde 5 ans en arrière, je suis pas là pantoute. Là, ah ouais? Tu sais, il y a 5 ans, j'étais pas synergologue, puis j'avais pas commencé mon parcours. Fait que je savais pas que je voulais une compagnie de formation en synergologie appliquée. Là. Fait que c'est dur à... Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai pas de rêve de... J'ai une vision de grandeur pour que mon message passe, puis que les gens soient mieux outillés, mieux équipés. Mais ça, c'est vraiment un objectif efficace, d'avoir comme un big picture... objectif dans le fond, là. Transmettre ton message puis que ça soit bien véhiculé. Mais dans le fond, tu peux tout le temps te ramener à ça. Oui, c'est ça, puis je l'ai depuis le début, je veux dire, ça fait au moins 2 ans que je l'ai cette vision-là, puis j'ai travaillé presque 2 ans dans l'ombre sans jamais commenter rien, ou presque sur Facebook, là. Les gens savaient même pas que je faisais ça, tu sais. J'ai travaillé sur mon produit avant de le sortir, au lieu de sortir, de sauter tête première puis de faire un peu n'importe quoi. C'est quoi, tu l'as offert gratuitement? Non, c'est pas ça, mais je veux dire, mes formations étaient presque complètement finies quand je les ai sorties. OK. Puis, tu sais, le branding était fait, toute la structure était faite. Fait que, tu sais, il y a eu des adaptations, des ajustements mineurs tout au long, mais j'avais travaillé sur mon service avant de l'offrir. T'sais. Ouais, fait que ça a été quand même un solide travail, là, 2 ans avant. Beaucoup. Ça, fait que dans le fond, c'était durant que tu faisais ton parcours en synergologie, tu as déjà commencé durant, puis... Exactement. OK. Oui, ça frôlait le burn-out. Là. Ouais. Je mettais des fois, je faisais des journées de 18 heures en ligne en avant de l'ordi juste pour faire ça. Là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait la force aussi. Au lieu d'avoir fait ça du croche, j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai fait un sacrifice puis je continue à le faire pour que ma compagnie soit un gage de qualité. Je suis vraiment content de t'avoir eu. Tu as apporté vraiment des infos qui pouvaient être utiles. Puis pour le domaine sportif, je pense que s'il y a des coachs en psychologie sportive, des psychologues sportifs qui écoutent, ou même des athlètes qui voudraient peut-être aller chercher un peu de connaissances dans le sujet, allez vous informer sur la synergologie, sur Synergo. Puis pour l'instant, où on peut te retrouver justement pour les gens là, à l'écoute qui voudraient en savoir un peu plus sur les formations et tout ça? Je dirais que mon principal vecteur d'information, c'est Facebook. Tu sais, j'ai un petit profil LinkedIn, là, mais je suis pas très actif dessus. J'ai pas d'Instagram parce que justement, je veux pas me mettre à gérer 250 réseaux. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, la grosse mode, c'est d'être partout en même temps. Mais comme j'ai ciblé que je voulais pas être mondialement reconnu, puis avoir une équipe de fous en arrière de moi, puis je veux rester petit mais efficace, chose qui est très, très, très blastée par les entrepreneurs à succès parce que tout le monde dit si tu grossis pas, tu crèves. Là. Ben moi, je vais démontrer le contraire parce que depuis le début, je suis mon cœur, puis c'est pas vrai que je vais crever parce que je vais rester petit. Je pense que ça n'a aucun maudit rapport. Je pense que ça dépend de ta vision. T'es déjà en bonne voie de le démontrer. Tu t'es impliqué jusqu'à quand même un bon bout. Là. Tout ça pour dire que dans le fond, mon principal vecteur d'information, c'est la page Facebook Pro qui est Synergo. SYNER-GO. Puis, je pense que tu as un site web en construction. En construction, cette année, mais tu sais, justement, depuis le début que je branle dans le manche, parce que je préfère travailler mes formations au lieu de monter mon site web. Puis tu sais, mon site web, dans le fond, il servait juste à donner de l'information, parce que là, je me retrouvais à toujours faire du PR, puis donner
Tu sais, j'étais sur Messenger à l'infini, d'un courriel à l'infini, puis au téléphone à l'infini pour donner plein d'infos. Ouais. Puis je répétais toujours les mêmes choses. Mais je me suis dit, au lieu d'élaborer mon site, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le cursus que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc là, mon cursus entier il est accessible sur la page Facebook. Je pense que je réponds à pas mal toutes les questions là-dessus. Puis il y a quand même toujours le moyen du téléphone, des courriels et du Messenger si quelqu'un veut me rejoindre pour des informations supplémentaires. Parfait. Ben écoute, merci d'avoir été là.